Révélée au cinéma par Louis Malle dans le film Au revoir les enfants, elle va ensuite enchaîner les rôles. Parmi ceux qui l'ont rendue célèbre, il y a celui de l'héroïne de La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski, sans doute parce que ce rôle lui a valu la Palme d'Or à Cannes alors qu'elle n'avait que 24 ans. Polyglotte, elle enchaîne ensuite une carrière internationale. Si on la connaît pour ses talents d'actrice, elle est aussi chanteuse et elle vient nous prouver aujourd'hui qu'elle est également écrivain. On en parlera dans quelques secondes. C'est Irène Jacob que nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur KTO. Bonsoir Irène Jacob. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce livre dont je parlais à l'instant s'appelle Big Bang. Il est publié aux éditions Albin Michel. C'est votre premier livre. C'est à la fois subtil et tendre et en fait vous rapprochez deux événements profondément marquants de votre existence, la mort de votre père et la naissance de vos enfants. Pourquoi ce titre Big Bang ? Eh bien, moi, j'ai grandi à côté du grand accélérateur de particules à Genève. Et donc, j'ai grandi à côté de beaucoup de physiciens qui s'interrogeaient beaucoup sur cette théorie du Big Bang. Parce que votre père, je vous interromps, votre père était donc physicien. Voilà. Physicien, oui. Et donc, le Big Bang, l'origine de l'univers, qu'est-ce qui se passe depuis. Essayer de comprendre, essayer de remonter à ce moment où l'univers est né. Et donc, d'aller souvent au CERN, qui est une espèce de ville, comme ça, où il y a des laboratoires, il y a l'accélérateur, il y a des bureaux, des restaurants, des banques, des hôtels. Il y a vraiment, c'est une petite ville en soi, en fait. Était assez, m'a pas mal marqué en tant qu'enfant. Et surtout d'entendre à la cafétéria parler toutes les langues, que ce soit l'allemand, l'anglais, le chinois, le japonais, le portugais. Et tous ces physiciens se posaient des questions complètement dingues, c'est-à-dire combien de dimensions, peut-être qu'on vit dans 23 dimensions, peut-être que est-ce que l'univers est-il toujours en expansion, peut-être qu'il y aurait des multivers. Enfin, tout d'un coup, toutes ces questions mettre le curseur d'une façon très très large et puis d'une façon aussi très libre parce que pour eux, dans la théorie quantique, c'est-à-dire la théorie des particules, cette histoire de l'univers, la recherche de l'univers, puisque l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit, on s'intéresse au monde infiniment petit pour comprendre aussi l'univers très lointain, les lois sont tout à fait différentes des nôtres. Ce ne sont plus les mêmes lois et on dit mais les théories, il faut qu'elles soient parfois un peu folles pour être justes. Donc il faut vraiment que les scientifiques osent énormément. Alors évidemment, quand on pose que l'infiniment grand peut rejoindre l'infiniment petit, quand on est petit soi-même et qu'on est enfant, on sent qu'il y a quelque chose comme ça dans cette recherche qui est une recherche sur l'invisible, sur des choses qu'on ne voit pas, puisque c'est tellement... Mais on est traversé de particules, on comprend que c'est quelque chose qui nous concerne. Ça va marquer certainement. Alors vous êtes issu d'une famille de scientifiques, vous racontez que votre grand-père Michel était prof de physique-chimie. Vous avez échappé quelque part à ce déterminisme des sciences. C'est-à-dire que donc, j'ai 3 frères, et puis mes 2 premiers frères étaient très scientifiques, très vite ont continué dans cette voie. Mon 3e frère est musicien. Moi, c'est vrai que je n'avais pas une aptitude aux sciences très, très élaborée. Je crois que j'étais plutôt dans les langues, dans le français. Mais j'adorais le vocabulaire et la liberté qu'il y avait dans cette recherche fondamentale. C'est-à-dire que c'est une recherche qui ne sait pas ce qu'elle cherche. Alors déjà, je trouvais ça formidable. Ah bon, mais vous cherchez quoi ? On ne sait pas. On le cherche pour le comprendre, mais ils cherchent des choses qui finalement nous est tous les jours utile, que ce soit les scanners, que ce soit toutes les avancées en médecine viennent aussi, toutes ces inventions-là viennent de ces recherches-là aussi. Et sans parler du net, sans parler donc ils ont d'un côté la science appliquée se fait naturellement, mais eux ce qu'ils cherchent c'est autre chose. C'est vraiment des lois fondamentales de l'univers qui nous échapperaient pour mieux comprendre et pour continuer. Et donc mon père, c'est vrai, parce que mon père est mort, et puis j'attendais aussi, j'ai attendu 2 enfants, donc j'ai été enceinte, mais je me dis, ce sont des moments, quand on est enceinte ou quand on
quand on est dans un deuil, on se sent relié à l'univers d'une façon très forte et à l'existence aussi, d'une façon plus grande. Je vous cite par rapport à ce que vous venez de dire. Tandis que je passe une main dans mes cheveux pour offrir mon visage à la lumière, pour mieux respirer l'air autour de moi et libérer mon diaphragme de la peine qui pèse sur ma poitrine. Donc là, vous parlez de la mort de votre papa. Je suis bouleversée aussi par les émotions d'une force nouvelle. Je suis enceinte à nouveau et j'interroge dans un même temps ces deux présences silencieuses, celle du ciel immense où tu es parti, invisible papa, et celle de mon ventre chaud où tu grandis, toi que je ne vois pas encore, que je vais aimer. On vous sent très appelé par cette question de l'invisible. Le père qui est parti, on ne sait pas très bien où il est au ciel, cet enfant que vous attendez et que vous ne voyez pas encore. Cette notion de l'invisible, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans votre livre. Absolument. Je crois que c'était vraiment l'envie du livre au début. C'est-à-dire, c'est vrai que ça s'appelle Big Bang, ça fait déjà référence à un grand mystère de l'univers, de quelque chose de notre origine, mais de m'adresser à deux présences silencieuses, l'une étant partie, donc, mais on s'adresse quand même à quelqu'un qu'on a perdu au moment d'un deuil, on lui parle, et puis quelqu'un qu'on attend, donc là c'est dans la joie. Cette personne, elle n'est pas encore là, mais déjà, on s'adresse à elle. Et je me disais, c'est fou quand même, parce que quand je m'adressais à mon enfant, de temps en temps, je me disais, c'est un peu bizarre, est-ce que je lui parle, ou est-ce que je pense, ou pas, je veux dire, mais c'est clair qu'il y a quelque chose d'autre qui est présent, mais qui n'est pas là, qui ne se voit pas. Quand vous parlez d'est-ce que je lui parle, vous parlez de vos séances d'aptonomie. Alors l'aptonomie, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est le fait donc de parler à son enfant encore dans le ventre, à l'aide de avec des sages-femmes qui vous encadrent. Et donc il y a cette notion de quand même pouvoir communiquer avec des univers. On ne sait pas effectivement ce qui se passe dans son ventre, ce que le bébé entend, perçoit. C'est assez étonnant. Oui, c'est la même chose aujourd'hui. On peut faire des échographies, comme on peut aller voir des galaxies très lointaines. Mais avant, on ne pouvait pas aller voir ce qui se passe dans le ventre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un accès à cet invisible, mais enfin un petit accès, le temps que ça dure. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on s'adresse un tout petit peu, je trouve, que ce soit à un enfant qu'on attend ou que ce soit à une personne qu'on aime qui est morte, je pense qu'on s'adresse un peu comme à une prière, c'est-à-dire qu'on s'adresse sans savoir exactement quelle forme a la destination, mais on s'adresse quand même à quelque chose qui est présent pour nous. Et dans la physique quantique, c'est pour ça que j'appelais ça Big Bang, mais c'est une métaphore, parce que c'est vrai que mon père disait, dans la physique quantique, la physique des particules, la physique de l'univers, donc cette physique aux lois complètement extraordinaires, on peut imaginer des états où on peut être là et pas là en même temps. On peut imaginer le présent, le futur, enfin, il y a toutes ces choses-là peuvent se mélanger complètement. C'est ça qui nous dépasse complètement. Voilà. En réalité. Alors je me disais, tiens, mais justement, ce là et pas là, c'est intéressant parce que justement, c'est un moment où l'enfant est là et pas là encore et quand quelqu'un est mort, eh bien, il a laissé une trace aussi. Donc, il est là et pas là aussi. Il y a quand même des choses qui... Mais l'enfant, dont vous le disiez, a priori, on est plutôt dans la joie. Le décès de quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé, qu'on aimera toujours, évidemment, c'est un autre type de sentiment. Vous parlez de la crise cardiaque, du lymphome de votre papa. Comment est-ce que vous avez trouvé la force, dans ces moments-là, de traverser ces épreuves ? D'abord par le soutien aussi des autres, il y a une certaine force aussi qui nous est donnée de ce que nous a transmis la personne, de ce que nous a donné cette personne aussi. Et j'en parle un tout petit peu à travers ces particules quand je dis qu'elles laissent une trace. Même quand elles se rencontrent, elles laissent une trace très fugitivement. C'est une trace qu'on appelle la signature de l'invisible, parce qu'on se dit qui est-ce qui a laissé la trace Et je me disais, c'est vrai qu'on laisse tous des traces et ce qu'on donne est reçu. Je crois qu'on peut jamais. Ce que j'ai reçu de mon père, c'est sûr que c'est là. Et j'avais pas envie de faire un livre juste seulement sur le deuil. Ce qui m'intéressait, c'était de penser à des moments où la vie devient très intense. Et un moment de deuil, comme un moment de naissance ou d'attente de naissance, ce sont des moments où on est obligé, peut-être pour tenir, comme vous dites, dans les deux cas, de voir les choses en grand. De s'adresser à quelque chose de grand. Parce que vous parlez d'intensité, je me permets de vous citer à nouveau, une énergie lumineuse, une grande intensité ainsi qu'un grand voile noir, c'est comme ça que vous le décrivez. Ton cœur s'est effondré, une présence invisible de nouveau qui danse autour de nous et nous dévie légèrement de nos cours.
Ça m'intéressait de comprendre quelles étaient vos relations avec votre papa. Vous étiez extrêmement proches, vous vous disiez tout. Quelle était la nature de votre relation? Mon père était quelqu'un de très chaleureux, très tendre, et comme je le dis dans le livre, il avait du mal à parler d'un souvenir d'enfance ou à parler de lui-même. Il trouvait, comme peut-être aussi une certaine génération, il n'y avait pas grand intérêt et que qu'est-ce qu'on pourrait dire, et tout le vocabulaire émotionnel était quelque chose qui lui manquait. Enfin, voilà, il est un scientifique, un cartésien rationnel. Plus oui, mais alors scientifique, c'est pas cartésien rationnel, parce que ces scientifiques-là qui travaillent sur le Big Bang, ou sur, je veux dire, l'origine de l'univers, sur la physique des particules, ils sont au contraire complètement... Ils doivent, comme on dit, si un des fondateurs de la théorie quantique, il dit si votre théorie n'est pas assez folle, elle ne peut pas être juste. Enfin, il faut vraiment oser. Donc, je veux dire, ce sont des grands aventuriers, ce sont des grands aventuriers de la pensée. Mais voilà, dans la façon de devoir parler même d'un souvenir d'enfance ou des peines ou des choses, et tout d'un coup, on se rend compte que il y a d'autres infinis dans l'être humain dont il n'est pas toujours... c'est ce que disait mon père, citait Kundera en disant bien sûr qu'on peut s'extasier devant la grandeur de l'univers, et puis un jour on peut être complètement perdu de ne pas arriver à toucher cet autre infini tout proche et à sa portée. On peut comprendre qu'on ne comprendra jamais les galaxies au loin, mais on aimerait pouvoir toucher les êtres qui nous sont tout proches, et parfois la distance est quand même là. Alors vous parlez beaucoup dans le livre de force, de faiblesse, d'équilibre, de déséquilibre, et justement je vais sortir un tout petit peu du livre, parce que finalement dans le livre vous ne parlez pas tellement de votre carrière de chanteuse, c'est pas tellement... voilà, mais vous êtes parallèlement à votre carrière de comédienne, je le disais, très, très tournée vers la musique. C'est d'ailleurs ce qui vous a permis, je le disais tout au début, d'avoir peut-être votre premier rôle en tant que prof de piano dans ce film de Louis Malle. Et vous avez composé différents albums avec votre frère Francis. Vous avez également joué en duo, entre autres, avec Vincent Delerme. Je voulais comprendre dans quelle mesure la musique, ça fait vraiment partie de votre équilibre. Alors oui, donc en fait, justement, je n'ai pas composé de musique. J'ai chanté et j'ai écrit des paroles dans l'album de mon frère qui est musicien. C'est ça. Et donc en fait, comme j'ai eu une très bonne relation toujours avec mon frère Francis, qui s'appelle Bernard dans le livre, et qui c'était une envie de faire un projet ensemble, et on a coécrit les textes ensemble, mais il a fait toute la création musicale et j'ai posé ma voix. Comme j'avais évidemment posé ma voix sur 2 chansons de Vincent Delerme, mais ça m'est arrivé aussi pour d'autres musiciens de temps en temps, mais c'est quelque chose que je fais un peu comme une actrice qui chante en fait. Hein. C'est vraiment, comment dire, le texte reste assez important parce que j'ai pas une grammaire de voix énorme, mais par contre une envie de pouvoir faire du texte chanté ou de la parole chantée me plaît aussi. Donc voilà, c'est vrai que la musique dans ma vie, évidemment, est très forte parce que j'adore la musique, qu'elle m'inspire beaucoup dans le jeu aussi. Ça m'arrive souvent pour un rôle de penser à une musique ou de m'imprégner d'univers musicaux pour aborder un rôle. Mais j'ai pas une carrière de musicienne, sauf que j'aime me prêter ou au théâtre ou pour un album, voilà, à chanter, effectivement, je trouve que c'est formidable. D'ailleurs, il y a peu de pays où le fait d'être acteur ne s'accompagne pas de savoir aussi développer sa voix, parce que ça m'a donné tellement en tant que comédienne de pouvoir travailler sur la voix, et ça m'a vraiment donné beaucoup ça m'a ouvert des champs, et aussi des champs, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis le travail de la scène avec les musiciens aussi, leur liberté, parce que leur sens de l'impro aussi, de l'improvisation, il faut que ça se passe, du live, ça m'a aussi beaucoup porté. Donc c'est vrai que je vais encore faire d'autres expériences comme ça, où je vais poser ma voix sur des projets ou de mon frère ou de certains amis, mais je le fais chaque fois avec plaisir. Donc, écrivain, chanteuse, on a parlé de vos rôles au cinéma, mais votre actualité, c'est aussi le théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur vos projets sur les planches? Oui, en ce moment, je suis vraiment essentiellement comédienne, et c'est vrai. Et je crois que ce que je peux faire d'expression, que ce soit dans le chant ou dans l'écriture, c'est toujours
d'une façon presque... enfin, ça vient aussi de ce que je suis en tant que comédienne. Je pense que je m'exprime de cette façon-là et dans l'écriture, dans le chant. C'est-à-dire que là, en ce moment, je lis un texte de Didier Ribon, Retour à mystère de la vie. Retour à Reims, ça s'appelle. Et c'est vrai qu'ensuite, bon, c'est une pièce aussi qui est mise en scène par Thomas Ostermayer, qui est un grand metteur en scène. Et je suis très touchée d'être dans ce projet. On fait 130 représentations, c'est énorme. On a toujours joué à Paris, là on est en tournée. Jusqu'en janvier, c'est ça la tournée? Exactement. Ouais. Et c'est vrai que de repasser par un texte qu'on promène dans sa poche pendant 1 an ou 1 an et demi, c'est quelque chose aussi qui fait que petit à petit, les mots, comment dire, la parole dite, le texte dit, enfin, moi je fais beaucoup de lectures publiques aussi, ou d'audiolivres, ou ce genre de choses. Comment dire, c'est presque un prolongement. Ensuite, on devient amis avec les mots et on devient amis avec la façon dont on peut les porter, dont on peut les dire, dont on peut peut-être les chanter, dont on peut peut-être les écrire. Mais enfin voilà, ça vient toujours de ce premier geste qui est de le faire passer par son corps et d'ouvrir la bouche et de les dire, en fait, et de voir quel effet ça a de dire des mots voilà, comme naissance, ou je veux dire des mots comme tous ces mots-là, quand on les dit, nous traversent. J'espère que vous allez devenir amis avec les mots que je vais vous proposer tout de suite. Je vais vous abandonner quelques instants et fidèle à la tradition de cette seconde partie d'émission, vous suggérer différents mots. J'espère qu'ils vont vous inspirer. Je vous laisse les découvrir. Je vous dis à tout de suite. D'accord. Alors Irène Jacob, je vous promettais différents mots. Le premier d'entre eux, c'est don. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Don. Ah bah d'abord, quand vous avez parlé, j'ai pensé que ça voulait dire doux. Alors je me disais, ah doux, tiens. Mais un don, c'est doux, c'est vrai. Un don, c'est déjà quelque chose qu'on reçoit ou qu'on donne. Et c'est quelque chose qu'on peut développer. On dit souvent que écrire, c'est donner. Annie Ernaux dit ça. Et je crois que c'est pas mal aussi de se dire voilà, on donne quelque chose, on essaye de... On ne sait pas qui va le recevoir pour le coup dans un livre. Mais ensuite, il y a aussi le don, ce qu'on a reçu en fait. Alors, ce qu'on a reçu, bien sûr, des personnes qui nous ont aimés, parce que le don de soi, je crois que c'est quand même une grande qualité du don. Et puis ensuite, il y a les dons. On me dit, ah, dis donc, t'es doué, t'as vraiment le don pour... Bon, j'ai pas le don pour raconter des histoires drôles, par exemple. Parce que moi, il paraît que je ris toujours quand je raconte une blague et ça se fait pas. Il faut la dire comme ça, sans rire pour que ça marche. Mais bon, j'ai peut-être d'autres dons. Dans une interview à la question « Le geste qui rend beau », vous aviez répondu « Le don de soi », justement. Ah, bah, je crois que c'est vrai que le don de soi, c'est le don qui nous appartient à tous de donner, en tout cas. On peut tous... Enfin, c'est sûr que quand on écrit, quand on joue, en tout cas quand on essaye de faire quelque chose, on laisse partager quelque chose de libre. Et quand je dis ça, c'est que Krzysztof Kieślowski, avec qui j'ai fait Double Vie de Véronique et Rouge, il disait que, ce réalisateur, il disait quand on veut aider, c'est pas toujours consciemment qu'on le fait le mieux. Souvent, les moments où on aide le mieux, c'est sans l'avoir fait exprès. Et c'est vrai que, en tant qu'acteur et ou dans l'écriture, je crois que ce qui apparaît, ce qui tout d'un coup est le plus fort, est souvent ce qui nous échappe. Alors, il faudrait que le don de soi soit quelque chose, un état, une disponibilité où on sait que quelque chose va passer, on va l'offrir. Et malgré toutes nos défenses, malgré tous nos surmoi, enfin notre envie de paraître,
Donc le don, ça doit être quelque chose de libre, enfin, ça doit être quelque chose qui puisse émaner. Il ne peut pas être volontaire et il ne peut pas s'imposer non plus. Tiens, enfin, on peut proposer, on peut... le don, et puis de la même façon de pouvoir le recevoir, ce don, il faut lui laisser un espace très libre de s'exprimer. Mais c'est un cadeau, le don. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous rêveriez d'avoir? Moi, je crois que j'adore, je disais, j'adore les gens qui font rire. Je trouve que c'est un don merveilleux. Parce que dans toutes circonstances, de trouver un mot pour qu'un visage s'éclaire, pour qu'un cœur se libère, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font rire. Je ris volontiers, j'adore rire, mais je suis vraiment une grande admiratrice de ceux qui savent faire rire. Faire rire, trouver le bon mot. Parce que c'est une façon de rentrer en contact, un peu comme la musique, autre part. On trouve quelque chose, on rentre sur un autre terrain. C'est intéressant en tout cas cette analogie que vous faisiez au tout début, parce que peut-être j'avais mal prononcé, entre la douceur et le don. Il y a quelque chose de doux donc dans le don. Oui, mais ça peut ne pas être seulement doux, hein. Ça peut parfois être un gros choc, en fait. Le don, ça peut être quelque chose qui soit, comment dire, on n'a pas envie de le recevoir, on le sait bien aussi, hein, ça peut être... Oh. Et puis tout d'un coup, ça nous bouscule. Il faut être prêt, soit le donner, soit le recevoir. Et parfois, des gens vous donnent beaucoup en vous disant des choses qui ne sont pas forcément douces. Alors, autre terme, le terme origine. Alors, l'origine, je crois que c'était un des sujets que j'avais envie d'aborder dans ce livre, Big Bang, parce que voilà, quand on attend un enfant, on devient comme ça, il y a l'origine de quelqu'un qui va venir et qui n'est pas encore là. Et ça nous fait réfléchir sur nos origines, sur d'où on vient, où est-ce qu'on va. Et j'avais envie de placer aussi cette naissance justement sur mon deuxième enfant. Puis il y a mon premier enfant qui est là, qui voit ce ventre et qui lui ne se souvient plus du tout de ses premiers moments. C'est étonnant la façon dont il y a un mystère, il y a un secret. On raconte souvent cette histoire de l'ange qui vient faire comme ça sur la bouche des enfants. C'est vrai que j'étais toujours étonnée que on puisse pas se souvenir. Quand je parle à mon premier fils, dire mais toi aussi tu étais dans le ventre, même à 3 ans. Il me regarde comme ça, genre mais maman qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que c'est pas possible? Alors je crois qu'il y a ce mystère des origines, et puis justement dans le livre je parle aussi du Big Bang, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé à l'origine de notre univers, ou de la vie de notre univers. On sait ce qui s'est passé jusqu'à 10 puissance moins 47 secondes. C'est quand même, ça paraît tellement court. Ça vous tourmente de ne pas savoir, ou au contraire, pour vous, il y a une magie au fait de ne pas savoir? Je trouve que je pense qu'il y a une magie. Il y a une magie, c'est comme quand on dit c'est l'œuf ou la poule. Enfin, je crois qu'il y a un moment où de savoir qu'on vit dans un monde où tout n'est pas compréhensible, où tout n'est pas... on ne peut pas se souvenir de tout, il y a des choses qui nous échappent. Et comme dirait le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit qu'avec le cœur. Et c'est vrai que l'origine, d'où on vient, alors ça je parle évidemment des origines, l'origine de la naissance, l'origine, ensuite évidemment on a tous des origines, dont on peut parler aussi.
Souvent, ce sont des origines culturelles, des origines géographiques. Moi, j'ai des origines écossaises. Ah, oui, moi, j'ai des origines... Voilà, donc, on a aussi ce... Et puis, qui se dérive d'origine, il y a le mot original, l'original. Puisque vous parliez des origines familiales, je me permets de citer à nouveau un extrait du livre. Parce que je sais tes inquiétudes d'enfant, je le sais par maman, les dépressions de ta mère, les séjours en clinique et profond désarroi aussi de ton frère. Et cet internat jeune pendant la guerre, circoncis et avec un nom comme le nôtre, tu penses en juif sans savoir exactement ce que cela signifiait, sinon une menace terrible de déportation, une nécessité de se cacher et d'avoir peur et de trembler chaque nuit. Moi aussi, encore aujourd'hui, je rêve qu'on me déporte parce que je suis juive, même si nous ne le sommes pas. Comment ne pas être traumatisé par l'histoire de la déportation qui nous concerne tous ? Oui. Alors ça rejoint vraiment une origine commune, dans le sens que c'est vrai que je porte un nom juif qui peut être associé à un nom juif, Irène Jacob, et on est protestant. Mais, comment dire, mon père était circoncis, il s'appelle Maurice Jacob. Il y a aussi tout un trouble. Quand il y avait la guerre, il ne savait pas ce que c'est qu'être juif, sauf que c'était un danger, sauf qu'on pouvait être menacé, sauf qu'il y avait une grande peur. Et tout d'un coup, moi j'ai rêvé beaucoup qu'on me déportait parce que j'étais juive. Comme si je me disais vraiment, on est tous, au-delà de ce qu'on peut être. Je me sentais complètement solidaire tout d'un coup dans mes peurs, cette menace terrible de pouvoir être déporté parce que nos origines sont ceci ou cela. Enfin, encore aujourd'hui, je tremble quand je vois ce qui se passe là avec les Kurdes. Dès que j'ouvre un journal et que je sens qu'on est menacé pour ses origines. Donc, voilà, je pense qu'on vient... C'est pour ça que le premier mot que m'a inspiré origine n'était pas des origines. Je vous ai tout de suite répondu sans penser même aux origines de ce que nous pouvions être culturellement ou géographiquement, ou de profession, de foi. C'est vraiment nos origines... nous, sur la Terre, quoi. L'origine du monde. Vient, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a, selon vous, avant le Big Bang ? Alors, mon père répond, peut-être qu'il n'y a plus de temps. Point d'interrogation. Oui, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Ouais. Et puis, un physicien me dit, mais pourquoi tu mets un point d'interrogation ? Peut-être qu'il n'y a plus de temps, point d'interrogation. Je dis, tu veux dire quoi ? Et il me dit, non, peut-être qu'il n'y a plus de temps, point. J'ai dit, ah bon, tu veux dire il n'y a plus de temps ? Non, point. J'ai dit, ah. Elle me dit, bon, allez, continue, qu'est-ce que tu voulais me faire ? Et je me disais, bon, ils ont une audace, les physiciens, c'est dingue. Ils ont une audace pour dire des choses complètement incroyables. Peut-être qu'il n'y a plus de temps. Ah. Alors, comment imaginer quelque chose comme ça ? Sauf qu'on le comprend. On le comprend à travers nos rêves, qui brassent tous les temps. Dans nos rêves, il y a le futur, le présent, tout se mélange. Il n'y a pas cette règle pas comme disait Godard, pour faire un film, il faut un début, un milieu, une fin, mais pas forcément dans ce sens-là. Voilà, on peut mélanger les choses. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait avant le début de l'univers ? Il y en avait peut-être un autre, il y avait peut-être, on ne sait pas. Et puis peut-être qu'il n'y a plus de temps, on ne sait pas très bien non plus. On ne peut pas se figurer ce genre de choses. Les chats ne peuvent pas se figurer la mathématique. Nous, on arrive à se figurer la mathématique, par exemple, ou certaines choses comme ça, mais l'univers, on est quand même bien largué. On en revient à l'idée qu'il y a effectivement des choses qui nous dépassent et c'est peut-être très bien comme ça. Après avoir parlé des origines, je voulais savoir ce que c'est pour vous que le destin. Le destin, eh bien, je trouve que le destin, c'est peut-être... parce
qu'on pourrait dire une voie, sa voie ou son chemin. Ça a été son destin. Il y a des choses avec le destin, moi, qui me font toujours un petit peu peur quand je dis ce mot, comme si c'était effectivement avec un déterminisme comme ça, des destins. Et pourtant, ça existe, il y a des destins sociaux, il y a des destins... mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a envie d'avoir cette liberté d'écrire quand même ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont déterminées, bien sûr, par l'endroit d'où on vient, notre histoire, la façon dont on est constitué, parce que deux êtres peuvent réagir complètement aux mêmes circonstances, on le sait. Et le destin, c'est certainement, j'aurais envie de penser que c'est ce qu'un être fait des circonstances qui lui sont données. Alors parfois, il ne peut pas en faire beaucoup, parce que c'est impossible. Et c'est assez tragique de penser ça. Se dire, voilà, il n'a pas pu échapper à quelque chose qui a déterminé sa vie. Et puis parfois, certains arrivent à échapper à faire autre chose, à tordre le cou comme ça. Alors justement, comment s'approprier son destin sans le subir finalement? D'un point de vue personnel, j'arrive pas à penser le destin. Enfin, si je regarde où j'en suis aujourd'hui, j'arrive pas à penser en termes de destin, dans le sens que il y a des vies qui se trouvent au carrefour d'histoires sociales, d'histoires tout simplement d'histoires avec un grand H, qui marquent comme ça une vie, on appelle ça le destin. Mais ça peut aussi être des bons destins. C'était le destin qui se rencontre. Heureusement, le destin a joué, a bien joué. Alors, on peut appeler ça le hasard. Le destin, ça a l'air de dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça. Destin... Ce qui est intéressant, c'est que dans votre vie, on a le sentiment que les destins, c'est des destins parallèles. Dans La double vie de Véronique, qui est un film vraiment qui vous a révélé, c'est le destin de ces deux femmes, une histoire mêlée. Véronica qui vit à Cracovie, Véronique qui vit à Clermont-Ferrand, et sans qu'elles se connaissent, la mort de l'une va changer sensiblement le cours de la vie de l'autre. Dans le livre dont on parlait tout à l'heure, Big Bang, c'est la disparition de votre père, la naissance d'un enfant, comme si finalement les destins évoluaient en parallèle. C'est la façon, oui, je dis d'ailleurs, oui, c'est comme si on était un grand château de cartes où la vie de chacun, est quand même adossée, un peu accoudée, et sensible à l'ajout ou la chute de l'une d'elles. C'est vrai qu'on est quand même, bien sûr, on dépend des uns des autres, même dans l'amour, de ce qu'on est. Mais dans La double vie de Véronique, le réalisateur Krzysztof Kieślowski était quelqu'un qui était très sensible finalement dans ses films à ajouter toujours quelques signes qui seraient du hasard. D'ailleurs, il a même appelé un de ses films le hasard, parce que il aimait beaucoup, même cinématographiquement, dans une histoire, raconter les moments où le destin ferait rencontrer, le hasard ferait rencontrer ces personnages. C'est quoi justement pour vous la différence entre le destin et le hasard alors ? Le hasard, moi j'aime bien le terme du hasard, parce que le hasard, c'est un petit peu comme de la même manière qu'on dit on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il y avait à l'origine. Il y a quand même un hasard. On ne sait pas comment les choses vont se passer.
Et puis tout d'un coup, quand je suis comédienne sur un plateau, je suis toujours à l'affût des hasards que je rencontre. Il se passe toujours quelque chose qui fait qu'on va jouer la scène de cette façon ou d'une autre, parce que le hasard a fait que ce jour-là, ceci ou cela. Parce que quand on tourne un film, ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Alors pour terminer, on a parlé de beaucoup de choses qui nous dépassent, mais on va parler de l'infini. L'infini, dites donc, alors ça c'est vraiment la thématique, parce que dans les tragédies, c'est vrai que, on pourrait dire, je voudrais dire juste, c'est parce que c'est assez marrant, mais dans les tragédies, il y a toujours le destin. Ah, le destin qui a mis sur la route un tel, et le destin qui m'a fait naître ici, et le destin de ma famille qui fait ce que je suis. Et dans les comédies, il n'y a que du hasard. Ah, c'est malheureusement Madame Truc qui rentre au moment où Monsieur Truc arrive, etc. Enfin, dans les comédies de Feydeau, il n'y a que du hasard qui se passe. On n'appelle pas ça le destin quand c'est une comédie. Comme si c'était plus tragique, quelque part, ah oui, quand voilà. Le destin, il y a quelque chose... Pourtant, il y a des destins, destins fabuleux. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel regard vous portez sur votre propre destin. Justement, je disais, je n'ai pas tellement de regard sur un destin. J'ai l'impression qu'un destin... Souvent, c'est le croisement d'une époque très forte et vous voyez, je sais pas, c'est pas le cas de tout le monde. Je dirais pas que tout le monde. Je veux dire, on dira son destin. Le destin, c'est quand même le carrefour, je dirais, de se retrouver. C'est pas quelque chose dont on peut parler en même temps. C'est quelque chose qui vient presque à la fin, à moins que ce soit dans les tragédies. On dit le destin m'a encore mis ça sur le. Je veux dire, il y a. Bon, je croyais que, en tout cas, destin et hasard, c'était un petit peu... C'est marrant, dans une comédie, on ne parle jamais... C'était le destin, j'ai rencontré un tel... Non, c'était le hasard. Et... Ouais. Il y a quelque chose de plus léger, peut-être, dans le hasard. Alors, l'infini, pour le coup, c'est pas franchement léger. Qu'est-ce que ça vous inspire ? L'infini, si, ça me paraît... C'est pas quelque chose qui me paraît lourd. Au contraire, ça me paraît libre, l'infini. On est... Aimer des êtres infiniment, ça veut dire les aimer sans les cloisonner dans quelque chose, quoi. Je l'aime infiniment, c'est accepter la dimension d'infini qu'il y a chez les êtres qu'on aime, de ne pas les comprendre entièrement, de ne pas d'avoir toujours à les retrouver, à les rencontrer, à les comprendre, à aller vers. C'est intéressant ce que vous dites, pas les comprendre toujours, comme si effectivement dans l'infini il y avait quelque chose d'incompréhensible. L'infini, oui, c'est incompréhensible. Au-delà de la capacité de raisonnement. Oui, l'infini, c'est quelque chose qui ne sera jamais fini. Donc on peut continuer. Alors il y a Sisyphe et sa pierre qu'il est en train de monter sur la montagne et qui lui tombe dessus tout le temps, mais il y a aussi... un geste qui est lancé et qui a une portée qui peut être bien plus grande que celle qu'on lui a donnée. Il y a un relais dans l'infini, il y a un souffle dans l'infini, je trouve. Il y a une découverte, il y a une surprise, il y a quelque chose qui nous... Je pense que nous sommes chacun des êtres pleins d'infini. Et on peut avoir des joies infinies, des tristesses infinies, on est profond, on est dans cette... on est dans ce mystère-là. C'est pour ça que j'avais toujours envie, j'aimais beaucoup dans la physique quantique, justement, qu'on rapproche l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est ce que j'ai toujours entendu quand j'étais enfant. Et je trouve que l'infiniment intime, tout ce qui nous touche, a toujours des surprises, a toujours... on n'aura jamais fini de se laisser surprendre. Est-ce que vous le rapprochez quelque part, ce mot d'infini, de la notion de divin ? Disons que l'infini
peut s'accorder à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément divines, mais le divin est infini, c'est sûr. La dimension infinie, effectivement, ajoute une dimension spirituelle. Parce que c'est une dimension qui échappe à quelque chose de cartésien, de la conversation habituelle. C'est plus que l'infini. Donc, quand c'est plus que, je trouve qu'on atteint quelque chose de spirituel. Quelque chose qu'on ne peut pas, qui nous dépasse, qui est présent. Et ça nous pose aussi je pense qu'on a tous des particules d'infini, hein, je veux dire en chacun de nous aussi, hein, je veux dire. C'est vrai que Gilles Deleuze disait effectivement que l'éternité, chaque être la sent parfois par fulgurance comme ça. Parfois, l'éternité, c'est pas pour quand on est mort, il disait. Je trouve ça très très beau. L'éternité, c'est quand on est vivant et que tout d'un coup, on est touché par quelque chose d'autre, une intuition, une perception, quelque chose qui nous relie à quelque chose d'autre, intemporel. Quelque chose d'éternel. Et donc ça, c'est l'infini. C'est l'infini. Vous avez joué dans un film intitulé La preuve scientifique de l'existence de Dieu. Alors le titre peut sembler un peu provocateur parce que la preuve scientifique, c'est amusant justement, vous qui êtes issu d'une famille de scientifiques. Alors c'est peut-être un hasard justement. Ça n'a rien à voir. J'ai pas encore vu le film, mais oui, ça c'était. Oui, c'était pas. Je pense que c'est pas la thématique tout à fait du film, mais c'était effectivement. L'idée qu'on peut rien expliquer en fait, hein, je pense, hein, dans son film de Fred Bailiff. Mais en tout cas, non, je pense que justement l'infini, l'éternel, le divin, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'exprime d'une manière qui nous échappe, et qui nous échappe pour nous rendre humbles aussi, pour nous rendre aussi ouverts. On sait très bien que dès qu'on veut enfermer une religion dans des règles et dans des lois, elle ne devient plus infinie. Enfin, tout à coup, ça devient très contraignant. Je crois que le message de la foi, le message de l'amour, le message de la spiritualité, de ce qui devrait nous rassembler, s'exprime en ouvrant les sens, en disant les derniers seront les premiers. Enfin, je veux dire, de jouer comme ça avec des certitudes en disant mais on vous a toujours dit ça, mais moi, enfin, comme dit le Nouveau Testament, mais moi je vous dis d'inverser les choses, de voir les choses sous une autre perspective et puis avec confiance. Alors évidemment, l'infini nous demande une certaine confiance, parce qu'on ne voit pas jusqu'où, donc cette confiance de se dire l'infini c'est pas plus tard, c'est maintenant, tout de suite, là. C'est un moment infini, là, juste là. En tout cas, on pourrait continuer à en parler infiniment, mais je vais quand même vous rejoindre sur le plateau. Merci en tout cas pour de vous être ainsi livré sur ces différentes notions. À tout de suite. Alors d'abord, merci Irène Jacob de vous être livrée à ce jeu, de nous dire ce que vous inspirent ces notions qui sont des notions essentielles. Et j'étais en même temps un peu surprise parce qu'on a parlé d'origine, d'infini, etc. Et finalement, on n'a pas beaucoup parlé de Dieu. Alors je me demandais, quelle place il occupe Dieu pour vous ?
Eh bien, on en a parlé d'une certaine façon en parlant de divin, spiritualité. Moi, comment dire, la spiritualité a toujours fait partie de ma vie. Et, au sens où vous avez une éducation plutôt religieuse, en tout cas spirituelle. Oui, ben ouais. Alors c'est vrai, comme j'ai l'impression de l'avoir dit tout à l'heure, enfin, c'est vrai que pour moi, c'est essentiel, et la prière et un message d'amour, et donc c'est vraiment très important. Maintenant, c'est vrai que derrière des religions qui essayent de mettre des dogmes et des règles, et puis les guerres qu'on connaît, et on a envie de rappeler que d'abord, s'il y a une foi, s'il y a une recherche, s'il y a une prière, c'est d'abord celle de l'amour et celle de la paix, celle qui nous porte vers les autres, sinon je ne comprends pas ce que c'est. Alors, puisque vous parlez des autres, quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez les autres ? Je crois que j'aime la qualité qui est le plus sensible, c'est la générosité, je pense. Et votre plus grande qualité à vous ? C'est difficile à dire, hein, mais je crois que je suis assez réceptive. Votre plus grand défaut ? C'était logique. Mon plus grand défaut, peut-être la crainte, la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je dis ça dans le sens que je dis toujours à mes enfants d'avoir de l'audace, d'oser, d'être spontané, peut-être c'est ça, d'arriver à peut-être d'oser être ce qu'on est toujours, quoi. Et alors, ce qui vous ferait peur, c'est de ne pas oser assez ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur ? Peur, en fait, c'est-à-dire que pas faire confiance dans ce qu'on ressent, voilà. Parce que d'avoir du discernement, pour moi, c'est très important. Sentir que là, on est de ce sens-là, ou c'est ce qu'on affirme, c'est la voie qu'on suit. De douter, de ne pas savoir, c'est la peur. Enfin, c'est pas savoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais finalement, ça vient quand même d'une confiance en soi, parce que quand on a confiance dans ce qu'on ressent, de ce qu'on sent dans les choses, on peut aussi avoir ce discernement-là, de dire ça me paraît juste, ou ça me paraît, c'est ce dont... C'est là vers lequel parce que c'est ce que je défends, c'est ce que... On en revient à cette notion de confiance, de se faire confiance finalement, d'avoir confiance en l'infini, mais aussi de se faire confiance dans ce qu'on ressent comme étant la chose la plus juste. Oui, moi je pense que vraiment la spontanéité, je crois que si on pouvait faire confiance à son intuition, à certaines choses qui sont peut-être pas des valeurs, sociales, de politesse, de bienséance, de choses comme ça, mais où on reste dans quelque chose qui devient, qui s'exprime de façon forte. Je me demandais ce que vous écoutiez chez vous, enfant, avec vos parents. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a bercé ? Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique. Moi, j'ai fait 5 ans de violon, et puis ensuite j'ai fait 10 ans de piano classique. Et j'ai beaucoup aimé aussi la musique classique. Que ce soit Bartók, Beethoven, Bach, Mendelssohn, Chopin. Enfin, ça m'a vraiment plu. Et puis ensuite, bien sûr, j'aimais les Beatles, Sheila, les Doors, Clash, Ella Fitzgerald. Et j'adore la voix des chanteuses de jazz. Quand j'ai découvert ça, je crois que j'ai eu envie d'apprendre le jazz. J'adorais ça, que ce soit Billie Holiday,
et la Fitzgerald, Sarah Vaughan. Je veux dire, j'adorais les standards de jazz. J'en apprenais plein, j'aimais vraiment ça. J'écoute toujours TSF Jazz, vraiment. Et puis j'aime beaucoup la chanson française, parce que j'adore la parole chantée, j'adore les chansons à texte. Et j'adore tous nos artistes français, que ce soit aujourd'hui, Jeanne Chéral, Vincent Delerme, Alain Souchon, Isia Higelin. Vraiment, j'aime beaucoup les Kerenan, mais aussi Brassens, Brel, Barbara. Un répertoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Eh bien, ce qu'on souhaite en tout cas, pour moi, c'est toujours la rencontre avec un très beau rôle. Je dirais que c'est toujours ça qu'en tant que comédienne, j'attends, je cherche, parce que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Ensuite, il y a plein de choses que je peux me souhaiter moi-même dans la vie. Et ça dépend de moi. Mais ce sont, comme vous dites, puisque vous parliez de rencontres ou de destin ou de choses qui nous arrivent, c'est ce qu'on se souhaite parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Je trouve que le cinéma, c'est quelque chose qu'on ne décide jamais. Quand ça vient chaque fois comme une... je me dis, c'est une rencontre à un moment dans sa vie, avec un rôle aussi, que c'est toujours très très beau. Mais voilà, bien sûr que... C'est le destin pour terminer, effectivement. En tout cas, merci d'être venu nous parler sur ce plateau de votre vie, de votre destin, et puis de votre livre, Big Bang, aux éditions Albin Michel. C'est votre dernière actualité, ainsi que cette pièce, c'est Retour à Reims, c'est ça? Voilà. En tout cas, c'est vrai que... Qui se joue jusqu'au mois de janvier. Oui, qui se joue jusqu'au mois de janvier. Mais immédiatement, j'espère en tout cas que ce livre Big Bang va toucher des gens, c'est sûr. En tout cas, il m'a touchée personnellement. J'espère qu'il en touchera d'autres. Merci beaucoup Irène Jacob d'être venue sur notre plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur KTO.